Bonjour, nous commençons les travaux pratiques du module de neurobiologie des adaptations par un premier TP relatif à la neuroanatomie du cerveau et à la localisation des principaux centres des régulations neuroendocriniennes. L'objectif général de ce TP est de comprendre l'organisation anatomique du cerveau en ciblant les principaux centres des régulations endocriniennes, notamment certains noyaux hypothalamiques et les deux glandes principales dans ces régulations. Alors, comme procédure, dans une première partie de ce TP, on va voir comment peut-on accéder à certaines structures cérébrales pour des manipulations sur le cerveau du rat blanc. Et l'exemple qu'on va prendre est celui d'une injection d'une solution au niveau du ventricule latéral du cerveau. Dans une deuxième partie de ce TP, on va passer à la dissection du cerveau pour repérer l'emplacement des deux glandes principales dans ces régulations neuroendocriniennes. Donc, la glande pinéale en relation avec les rythmes biologiques, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie du cours magistral, et la glande hypophysaire, la glande principale de tout ce qui est en endocrinologie. Par la suite, on va passer à des coupes transversales du cerveau de rat, donc on va réaliser 2 niveaux de coupe pour identifier macroscopiquement les structures cérébrales dans ces coupes et l'emplacement des principaux noyaux hypothalamiques. Et à la fin de ce TP, sur des photos issues des observations microscopiques des coupes cérébrales, on va voir le marquage des neurones par immunocytochimie au niveau des différents noyaux hypothalamiques qu'on a ciblés pour ce TP, les noyaux suprachiasmatiques, les noyaux supraoptiques, les noyaux paraventriculaires et le noyau arqué. Alors, comme nous l'avons vu dans le cours, l'organe est un organe très complexe, situé dans la boîte crânienne. Il contient des structures de tailles différentes. Certaines sont superficielles, d'autres sont profondes. Et pour y accéder, il y a la stéréotaxie, qui est une technique utilisée en neurochirurgie pour atteindre des zones du cerveau de manière précise. Elle permet de définir la position d'une structure cérébrale grâce à un système de coordonnées en 3D et de l'atteindre pour procéder à une manipulation ou un traitement. Par exemple, chez l'homme, parfois pour faire une biopsie lorsqu'il s'agit de tumeurs ou parfois même des stimulations de zones bien précises au niveau du cerveau. Chez l'animal, elle est utilisée aussi pour faire plusieurs manipulations, par exemple les manipulations de lésions, des injections, des stimulations et autres. Alors, cette technique de stéréotaxie est réalisée par un appareil qu'on appelle l'appareil stéréotaxique. Celui qu'on utilise est celui de David Koff, adapté à la tête des rongeurs, comme le rat blanc. À côté de cet appareil, il y a ce qu'on appelle l'atlas stéréotaxique, où les auteurs Paxinos et Watson définissent de façon précise les coordonnées des structures cérébrales dans le système 3D. En fait, l'atlas contient des coupes transversales, des coupes sériées de 50 micromètres allant de l'avant du cerveau jusqu'à sa partie postérieure. Et sur ces coupes, on peut localiser la structure cérébrale sur laquelle on travaille et y accéder en respectant les coordonnées de l'atlas de manière précise. L'appareil stéréotaxique permet de maintenir la tête de l'animal anesthésiée, souvent qu'on garde par la suite pour voir l'impact de l'expérimentation sur un processus physiologique donné. La tête est immobilisée en introduisant les barres dans les oreilles de l'animal, en faisant attention de ne pas percer les tympans des oreilles, et les incisives sont placées dans la barre des incisives pour maintenir la tête immobile durant toute l'expérimentation. Juste au-dessus de la tête de l'animal, il y a l'instrument de l'expérimentation, c'est-à-dire le portoir, ici, qui contient l'instrument, par exemple une seringue d'injection ou une électrode de stimulation. Alors cet instrument peut être déplacé dans les 3 coordonnées, donc en 3D, donc on peut les déplacer
par ce qu'on appelle les bras de l'appareil ou des manipulateurs. On a 3 manipulateurs. Il y a ce manipulateur, donc gradué en millimètres, donc on peut déplacer l'instrument dans le sens antéro-postérieur. Il permet de déplacer l'instrument sur l'animal de l'avant du cerveau vers l'arrière du cerveau. Donc c'est l'antéro-postériorité. Il y a le manipulateur de la latéralité qui peut déplacer l'instrument vers la droite ou vers la gauche, donc vers la droite du cerveau ou vers la gauche du cerveau. Donc c'est le manipulateur de la latéralité. Et le troisième bras, celui de la profondeur, par lequel on peut déplacer l'instrument vers le haut ou vers le bas. Donc c'est la profondeur. Donc par ce manipulateur, on peut faire descendre l'instrument vers le bas ou le monter vers le haut. Ici, un schéma de l'os crânien du cerveau du rat, avec quelques coupes issues de l'atlas stéréotaxique. Sur l'os crânien, comme on va le voir lors de la dissection du cerveau, il y a des lignes de suture bien marquées, notamment la ligne de suture longitudinale qui se trouve sur l'axe de la symétrie bilatérale du cerveau. Il y a la ligne de suture antérieure qui se trouve vers l'avant des hémisphères et à ne pas confondre avec la ligne de suture se trouvant dans la région plus vers l'avant, vers la région des bulbes olfactifs. Donc c'est une ligne de suture qui se trouve vers l'avant des hémisphères, la ligne de suture antérieure. Et il y a la ligne de suture postérieure qui est située juste au-dessus de la ligne interorale. Alors sur le schéma issu de l'atlas, donc les auteurs nous définissent 2 points importants qui sont le bregma et le lambda. Alors le bregma, c'est le point d'intersection, comme vous pouvez le voir, entre la ligne de suture antérieure et la ligne de suture longitudinale. Le lambda, c'est le point d'intersection entre la ligne de suture longitudinale et la ligne de suture postérieure. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'atlas, ce sont des coupes transversales allant de l'antérieur, de la partie antérieure du cerveau, vers la partie postérieure. Donc, on a des indications par rapport à la ligne interorale et par rapport au bregma. Mais ce qu'on utilise, c'est souvent le bregma, car c'est un point précis, donc qui correspond au point d'intersection entre la ligne de suture antérieure et la ligne de suture longitudinale. Ici, j'ai pris 4 coupes de l'atlas stéréotaxique. Alors, comme on peut le voir, donc on a des indications par rapport au bregma. Donc, souvent, c'est le bregma qu'on utilise. Alors, pour la coupe, par exemple, la figure 7, on a un bregma de 3,7 mm. Donc, c'est une valeur positive. Ça veut dire que cette coupe passe avant le bregma de 3,7 mm. Aussi, la figure 14, c'est une valeur positive. Elle passe avant le bregma de 1 mm. Lorsque cette valeur est négative, ça veut dire que la coupe passe derrière le bregma. Par exemple, la figure 21, on a moins 0,8 et vous avez la figure 29, on a un bregma de moins 2,8 mm. Ça veut dire que la coupe passe derrière le bregma de 2,8 mm. Donc, lorsque le signe est positif, c'est avant le bregma. Lorsque le signe du bregma est négatif, c'est après le bregma. Alors, pour une manipulation donnée, on cible la structure cérébrale voulue. Par exemple, l'exemple qu'on a pris est celui d'une injection cérébrale. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le ventricule latéral, donc, dans lequel on va administrer la solution. Donc, on choisit parmi les coupes de l'atlas dans quelle figure, dans quelle coupe le ventricule latéral est bien représenté. Et parmi les 4 coupes ici, donc, je choisis la figure 21 où le ventricule, comme on peut le voir, les ventricules latéraux sont bien représentés dans la figure 21. Donc, j'agrandis. Voilà.
Donc, sur cette figure, on peut facilement calculer les 3 paramètres ou ce qu'on appelle les coordonnées stéréotaxiques de la structure cérébrale, donc du ventricule latéral du cerveau. Déjà, comme c'est une coupe, donc on peut connaître déjà comme c'est une coupe où le bregma est égal à moins 0,8 mm, ça veut dire que c'est une coupe qui passe derrière le bregma, on a l'antéropostériorité est égale à moins 0,8 mm. Alors, sur le plan latéralité, lorsqu'on fait une coupe transversale au niveau du cerveau, ici, bien sûr, le point bregma se trouve sur le point 0. Donc, il est au milieu, il est dans l'axe de la symétrie bilatérale du cerveau. Donc, c'est le 0 sur la ligne horizontale. Et pour calculer l'emplacement du ventricule par rapport au bregma sur le plan latéralité, donc, sur le plan latéral, donc ça va être plus ou moins 1,5 mm, c'est-à-dire qu'on peut faire l'injection soit dans le ventricule latéral droit, soit dans le ventricule gauche, peu importe. L'essentiel, c'est que la solution doit être administrée dans le ventricule latéral où normalement circule le liquide céphalo-rachidien, donc ça va diffuser. Concernant la profondeur, donc on va voir où est situé le ventricule sur le plan profondeur. Il est situé à 3,5 mm par rapport à la surface du cerveau. Donc, on calcule, donc bien sûr, c'est des millimètres. Donc, on va voir, c'est 3. Voilà, c'est 3,5 mm par rapport à la surface du cerveau. Mais il faut prendre en considération l'os crânien. Il y a l'os crânien, il y a l'épaisseur de l'os crânien qu'il faudra d'abord enlever pour accéder à la surface du cerveau et ensuite descendre de 3,5 mm en profondeur. Au niveau de l'animal anesthésié, on place notre seringue d'injection dans un premier temps sur le bregma, sur le point d'intersection entre la ligne de suture antérieure et la ligne de suture longitudinale. On lit sur l'appareil stéréotaxique les coordonnées du bregma et ensuite, grâce au bras de l'appareil stéréotaxique, on peut déplacer la seringue derrière le bregma de 0,8 mm. Sur le plan latéral, on déplace la seringue d'injection de 1,5 mm vers la droite ou vers la gauche et on marque par un point l'endroit où il faut percer l'os crânien. À l'aide d'une fraise de dentiste, donc on perce à ce niveau-là l'os crânien doucement en prenant comme précaution de ne pas toucher les méninges du cerveau et pour éviter toute hémorragie. Ensuite, on fait descendre la seringue d'injection lentement dans le trou pratiqué jusqu'à la surface du cerveau, c'est-à-dire la ligne 0 horizontale. Et ensuite, on descend de 3,5 mm jusqu'au ventricule avant d'injecter les quelques microlitres de la solution. Alors, le film vidéo qui accompagne ce TP vous donnera plus de détails concernant cette manipulation. Pour la deuxième partie de ce TP et concernant la dissection du cerveau, on commencera d'abord par repérer les 2 points bregma et lambda sur l'os crânien. Pour ce TP, on vous donne des têtes qu'on a coupées des rats déjà utilisés dans d'autres manipulations de physiologie animale pour ne pas gaspiller beaucoup d'animaux. Par conséquent, l'animal n'a pas subi ici de perfusion intracardiaque comme dans le film vidéo accompagnant ce TP. La tête a été seulement conservée pendant quelques jours dans le liquide fixateur qui est un mélange de formaldéhyde, d'acide picrique, acétate, etc. La première étape de cette dissection est de mettre la tête de l'animal face dorsale vers le haut et faire dans la peau une incision longitudinale comme indiqué
dans le schéma ici. Donc, on prend la tête et on fait une incision longitudinale sur toute la face dorsale de la tête. On ouvre les volets de la peau. On prend soin d'écarter suffisamment ces volets pour voir la face dorsale de l'os crânien. On peut même couper ces volets pour mieux voir la surface de l'os crânien. Ensuite, à l'aide d'un coton-tige qu'on imbibe avec de l'eau oxygénée ou de l'alcool, on gratte, on dilacère les membranes et les tissus conjonctifs qui recouvrent l'os crânien pour mettre à nu la face dorsale de l'os crânien. Donc on dilacère toutes les membranes, on les coupe même pour mettre en évidence les lignes au niveau de l'os crânien. Alors on nettoie davantage et directement donc sur l'os crânien, on arrive à voir les lignes de suture comme indiqué dans le schéma de l'atlas stéréotaxique. Ici. Alors ces lignes sont sinueuses avec la ligne de suture longitudinale tout au long du cerveau, la ligne de suture antérieure et la ligne de suture postérieure. Alors le point d'intersection entre la ligne de suture antérieure et la ligne de suture longitudinale, c'est le bregma, c'est ce qu'on est en train de marquer. L'intersection entre la ligne de suture longitudinale et la ligne de suture postérieure, c'est le lambda. Pour mieux repérer ces deux points, on les marque pour montrer ces points très importants, comme on a vu dans la première partie de ce TP pour le calcul des coordonnées stéréotaxiques. Donc ici, l'intersection entre, c'est le bregma, c'est l'intersection entre la ligne de suture antérieure et la ligne de suture longitudinale. Ensuite, on va continuer la dissection de l'os crânien pour mettre à nu la face dorsale du cerveau. Alors, la dissection commence par couper d'abord les muscles du cou pour nettoyer la région du cou. Et au niveau de la coupe, là où on a coupé la tête, on essaie de chercher le trou d'où sort la moelle épinière, qui reliait, donc l'endroit qui reliait le cerveau à la moelle épinière. À partir de ce trou, donc on commence la dissection en essayant de ne pas abîmer le tissu nerveux, donc à l'aide des pinces, on soulève, on casse l'os crânien pour ne pas abîmer le tissu en dessous. Donc remarquez les gestes qu'on fait pour ne pas abîmer la région ici. On est au niveau de la région du bulbe rachidien. Donc on décortique, on enlève l'os crânien tout doucement en soulevant les pinces vers le haut. On arrive à la région du cervelet, donc la dissection c'est on commence par la partie postérieure vers l'avant. Donc on arrive à la région du cervelet. On fait très attention au niveau de cette région-là, la région là où il y a le lambda, parce qu'en dessous, il y a la glande pinéale.
Donc, il faut faire très attention pour ne pas tirer là-dessus. Donc, on coupe l'os crânien et on remarque la forte vascularisation à ce niveau du cerveau. Regardez les vaisseaux sanguins. Donc, un plexus de vaisseaux sanguins qui recouvre la partie où il y a la glande pinéale. Alors, doucement, on va faire tout doucement pour ne pas tirer sur la glande pinéale. On dissèque l'os et on continue vers l'avant, vers les hémisphères cérébraux. Donc, on évite d'extraire parce que l'étape suivante, ça va être la pinéalectomie, c'est-à-dire on va enlever la glande pinéale et voir comment on pratique la pinéalectomie. On avance dans la dissection vers la partie antérieure des hémisphères. Là. La région du bregma. On avance davantage vers la partie antérieure. Jusqu'au bout. Donc on avance jusqu'au bulbe olfactif de l'animal. Au niveau des bulbes olfactifs, l'os crânien est très dur, très difficile à casser, donc on arrêtera dans un petit instant. Voilà, la face dorsale du cerveau est mise à nu. On peut voir facilement vers l'avant les bulbes olfactifs, les hémisphères cérébraux, la région de la glande pinéale avec le cervelet, le tronc cérébral, le bulbe rachidien avec la moelle épinière. Alors, au cours de la dissection, on n'oublie pas d'imbiber le tissu cérébral pour hydrater le tissu, pour maintenir le cerveau dans des conditions plus ou moins physiologiques. Alors, l'étape suivante, ça va être la pinéalectomie. Concernant la glande pinéale, ou ce qu'on appelle aussi l'épiphyse. Alors, comme rappel, nous avons vu dans le cours que cette glande pinéale est localisée en profondeur dans le cerveau humain, donc elle est difficile à atteindre sur le plan neurochirurgical. Par contre, chez les rongeurs, elle est plus superficielle. Donc, le complexe pinéal, il est composé d'un lobe superficiel relié par une tige épiphysaire à un fragment en profondeur. Et donc, on peut extraire ce lobe superficiel, c'est-à-dire pratiquer une pinéalectomie pour voir l'impact sur un processus physiologique donné. Donc, on le fait chez les animaux. On peut pratiquer des pinéalectomies pour voir les rôles fonctionnels de la glande pinéale. Sur le plan pratique, donc là, c'est une région très vascularisée, recouverte par des méninges. Donc, il faut délacérer d'abord les méninges pour accéder à ce lobe de la pinéale. Donc, on va couper les méninges, nettoyer un petit peu la région qui recouvre la glande pinéale et directement en dessous, on arrive à voir le lobe superficiel de la glande pinéale.
qu'on peut couper par des pinces à pointe fine et on extrait le lobe, donc la glande pinéale, qu'on prendra et qu'on mettra sur une lame. Alors, sur la lame, vous avez donc ici le lobe, donc la pinéale, avec un fragment de la tige épiphysaire, remarquant sa couleur rosâtre. Elle est vascularisée. Elle est composée par des cellules qu'on appelle des pinéalocytes et qui sont responsables de la synthèse de l'hormone mélatonine qu'on a largement détaillée dans le cours magistral. On continue la dissection pour atteindre la partie basale du cerveau et pour voir l'emplacement de la glande hypophysaire, glande qu'on appelle aussi la glande pituitaire ou hypophyse. Alors pour cela, il faut d'abord couper les os côté oreille des animaux, donc les os qui rattachent le cerveau du côté temporel aux oreilles de l'animal. On doit couper par les ciseaux pour dégager ces os et nettoyer. Rappelons aussi que dans la face ventrale, au niveau du tronc cérébral, il y a plusieurs nerfs crâniens qui sortent et qui rattachent le cerveau aux différentes parties du visage. Donc, c'est une région qui est très collée à la boîte crânienne. On soulève donc le tronc cérébral, on essaie de soulever le cerveau pour voir la partie basale, pour voir ce qu'il y a en dessous. On continue à couper un petit peu pour bien mettre en évidence la partie basale du cerveau pour voir l'emplacement de l'hypophyse. Alors, en soulevant le tronc cérébral, voilà, on arrive à voir l'hypothalamus, la partie basale du cerveau, notamment la région de l'hypothalamus qui est raccordée à l'hypophyse, qui reste collée dans l'os. Ici, donc vous avez l'hypophyse qui est là, rattachée à l'hypothalamus. Rattachée par la tige hypophysaire à l'hypothalamus. Alors, on va couper pour extraire le cerveau, pour l'enlever de sa boîte crânienne. On coupe les nerfs optiques, les deux nerfs qui relient le cerveau aux yeux de l'animal. Et nous avons la partie ventrale du cerveau avec la région de l'hypothalamus qui était en place sur l'hypophyse. Voilà. Donc on peut mettre le côté le cerveau, l'hypophyse qui est restée dans l'os collé à l'os crânien, qu'on essaiera de prélever pour mieux voir sa structure. Voilà. Alors, elle était raccordée par la tige pituitaire à cette région de l'hypothalamus. Voilà. On imbibe par le liquide physiologique toujours. Et nous avons la face ventrale qui comporte les bulbes olfactifs, les deux nerfs optiques qui se croisent avec le chiasma optique, la région de l'hypothalamus, bien sûr, et le tronc cérébral avec le bulbe rachidien, la moelle épinière. Alors, lorsqu'on prend cette glande hypophyse et on la met sous la loupe binoculaire, donc à un grossissement plus fort, on remarque les deux principaux lobes qui constituent cette glande. Alors, les deux lobes de couleurs différentes, avec le lobe le plus grand, l'adéno-hypophyse, de couleur rosâtre, il est très vascularisé. En fait, il contient les cellules hormonopoétiques, celles qui synthétisent plusieurs hormones de l'adéno-hypophyse, comme les cellules ATSH, les cellules AFSH-LH, les cellules à prolactine, etc. Et au milieu, on trouve le lobe, ce qu'on appelle la neurohypophyse, de couleur blanchâtre, composé principalement par du tissu nerveux, c'est des axones.
En fait, elle est composée des axones des neurones dont les corps cellulaires se trouvent plus haut dans les noyaux hypothalamiques, notamment dans les noyaux supraoptiques et paraventriculaires. Ces neurones projettent leurs axones dans la neurohypophyse et libèrent dans les terminaisons nerveuses deux hormones principales qui sont l'ocytocine et vasopressine qui passent dans la circulation. Donc voilà, vous avez les deux lobes principaux de l'hypophyse, l'adénohypophyse de couleur rosâtre, riche par des vaisseaux sanguins, et la neurohypophyse de couleur blanchâtre parce qu'il contient uniquement des axones, donc c'est tissu nerveux. Dans la dernière étape de cette dissection, on passe aux coupes transversales du cerveau. On va réaliser deux niveaux de coupe. Un premier niveau au niveau de l'hypothalamus antérieur et un deuxième niveau au niveau de l'hypothalamus médian. Pour cela, on remet le cerveau sur sa face ventrale. Alors, on repère les deux nerfs optiques qui se croisent avec le chiasma optique. On va réaliser au niveau du chiasma optique une première coupe au niveau du chiasma optique, donc au milieu du chiasma optique. On coupe par une lame de rasoir. Alors, l'allure de la coupe transversale, c'est celle-là. Et on va voir les éléments qui composent cette coupe tout à l'heure. On passe ensuite au deuxième niveau de coupe. Donc, la deuxième coupe sera réalisée derrière la première. On va la pratiquer dans l'hypothalamus, au milieu de l'hypothalamus, dans l'hypothalamus médian. Donc, toujours par une lame de rasoir, on va faire la coupe transversale. Et nous avons l'allure de la coupe à ce niveau qu'on verra tout à l'heure. La troisième partie de ce TP est relative aux coupes cérébrales qu'on vient de faire et aux observations microscopiques pour voir l'emplacement des différents noyaux hypothalamiques. Ici, une coupe longitudinale du cerveau de rat blanc avec une vue de profil. Alors, si on considère le premier niveau de coupe, on va voir les structures cérébrales par lesquelles on est passé en faisant la coupe de haut en bas. C'est-à-dire de la face dorsale à la face ventrale, on est passé par le cortex cérébral, le corps calleux, la région du fornix, la commissure antérieure, l'aire préoptique et le chiasma optique vers la partie basale du cerveau. Alors la coupe transversale qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle-là. Alors en parallèle, nous avons ici la coupe de l'atlas stéréotaxie correspondante à ce niveau de coupe. On peut facilement repérer l'emplacement de ces différents éléments de haut en bas. Donc, nous avons ici le cortex cérébral. Nous avons le corps calleux qui, comme on l'a vu dans le cours, il est constitué par des neurofibres commissurales qui relient l'hémisphère cérébral droit avec l'hémisphère cérébral gauche. Donc, c'est de la substance blanche qui relie les deux hémisphères sur la coupe. En dessous, il y a la région du septum. Ici, de part et d'autre, ce sont les ventricules latéraux du cerveau. Plus en bas, nous avons la commissure antérieure, la région préoptique et la région du chiasma optique. Donc, le chiasma optique, c'est l'endroit où se croisent les nerfs optiques au niveau du cerveau. Alors, dans ce niveau de coupe, il y a des noyaux qui sont très importants dans les régulations neuroendocriniennes. Et parmi ces noyaux qu'on étudie, on peut citer les noyaux suprachiasmatiques en rouge. Ce sont des noyaux
situés de part et d'autre du troisième ventricule. Ils sont juste au-dessus du chiasma optique. Alors, ce sont des noyaux qui sont considérés comme le siège de notre horloge biologique. Ils jouent des rôles très importants en relation avec les rythmes biologiques. Plus en haut, vers la partie dorsale de l'hypothalamus, de part et d'autre du troisième ventricule, nous avons les noyaux paraventriculaires qui jouent des rôles très importants en relation avec l'axe corticotrope et avec l'homéostasie énergétique. Plus vers le bas, nous avons les noyaux supraoptiques, latéralement, donc vers les extrémités de ce chiasma optique, on note les noyaux supraoptiques. Alors, juste pour préciser, les noyaux ne sont pas limités par des membranes, ce sont juste des amas de corps cellulaires qui se rassemblent pour former les noyaux, bien sûr. Alors, à ce niveau de coupe, donc les trois noyaux qui nous intéressent dans les régulations neuroendocriniennes sont les noyaux suprachiasmatiques, les noyaux paraventriculaires et les noyaux supraoptiques. Concernant le deuxième niveau de coupe, et de la même manière comme pour la première coupe, on peut voir les structures par lesquelles on est passé. Alors d'abord par le cortex cérébral, ensuite là c'est le corps calleux, et en dessous du corps calleux il y a une structure, l'hippocampe, qui fait partie du système limbique qu'on a vu dans le cours, en dessous duquel il y a le thalamus, et plus en bas il y a la région de l'hypothalamus. Donc, au niveau de la coupe transversale, voilà, on arrive à voir le cortex cérébral, le corps calleux, l'hippocampe, la région de l'hippocampe en dessous du corps calleux. Il est caractérisé par sa stratification. C'est une structure cérébrale très importante, impliquée dans plusieurs processus physiologiques, notamment la mémoire, les processus de la mémoire, l'apprentissage, etc. En dessous, vous avez la région du thalamus et plus en bas, la région de l'hypothalamus qu'on a encadré en rouge. Alors, dans ce niveau de coupe, parmi les noyaux hypothalamiques importants qui nous intéressent, il y a le noyau dorsomédian situé dans la partie dorsomédiane de l'hypothalamus, les noyaux ventromédians dans la partie ventromédiane, l'hypothalamus latéral vers le côté. Il y a le noyau arqué de l'hypothalamus qu'on a vu dans les régulations de l'homéostasie énergétique. Rappelons que ce noyau, regardez, il borde le troisième ventricule. Donc le troisième ventricule ici qui s'élargit vers le bas. Et nous avons ici la région de l'éminence médiane, une région très vascularisée et qui joue un rôle très important dans les échanges entre la périphérie et le système nerveux central. Alors, au niveau de la coupe, ici, on peut voir le troisième ventricule qui est perpendiculaire, mais comme la zone de l'éminence médiane elle est très fragile, on risque souvent de la couper lors de la dissection et lors de prélèvement du cerveau. Alors, au niveau des observations microscopiques de ces différents noyaux hypothalamiques, si on commence d'abord par les noyaux suprachiasmatiques, en focalisant la région ici, donc au fort grossissement, lorsqu'on passe au microscope au fort grossissement, voilà l'allure qu'on trouve. Donc, nous avons ici le chiasma optique, la substance blanche, vers la base du cerveau, vers la base de la coupe. Le troisième ventricule perpendiculaire au chiasma optique et remarquez l'allure des noyaux suprachiasmatiques de part et d'autre du troisième ventricule. Alors ici, on a marqué les cellules par immunocytochimie à la vasopressine. Donc ce sont des neurones à vasopressine qui sont marqués et qui sont présents surtout dans la partie dorsale des noyaux suprachiasmatiques. Ici, un neurone immunoréactif à la vasopressine, et comme on peut le voir, la densité de ces neurones elle est plus importante dans la région dorsale des noyaux suprachiasmatiques par rapport à la partie ventrale. Aussi, sur cette coupe, on peut voir ces trous qui correspondent à des coupes transversales des vaisseaux sanguins. On sait que le tissu nerveux est très vascularisé, donc lorsqu'on fait des coupes transversales,
on risque de couper aussi des vaisseaux sanguins qui donnent cette allure. Alors, au niveau du microscope, si on regarde les noyaux paraventriculaires de l'hypothalamus, on a ici donc la partie dorsale de troisième ventricule. Ici, elle est dilatée. Le ventricule est dilaté lors du montage de la coupe. Et de part et d'autre, on observe les neurones immunopositifs à la vasopressine au niveau de ces noyaux paraventriculaires. Donc, ils sont localisés latéralement par rapport au ventricule de part et d'autre du troisième ventricule. De la même façon, si on focalise maintenant l'objectif du microscope sur les noyaux supraoptiques au niveau de cette région, si on agrandit donc à un fort grossissement, voilà l'allure qu'on obtient. Nous avons ici l'extrémité du chiasma optique, donc la matière blanche, l'extrémité du chiasma optique, et nous avons ici les neurones, les corps cellulaires à vasopressine très riches par de la vasopressine. Donc ce sont des neurones immunopositifs à la vasopressine. Alors je précise ici que ces corps cellulaires à vasopressine qui sont localisés dans les noyaux supraoptiques et dans les noyaux paraventriculaires de l'hypothalamus, ce sont ces neurones qui envoient leur axone dans la neurohypophyse pour libérer dans leur terminaison nerveuse l'ocytocine et la vasopressine dans la circulation sanguine. Alors, le dernier marquage que je voulais vous montrer, c'est celui des neurones au niveau du noyau arqué. Alors ici, une coupe au niveau de l'hypothalamus médian. Nous avons donc l'allure du troisième ventricule qui s'élargit vers le bas. Et ici, le marquage immunocytochimique des neurones à NPY, c'est-à-dire le neuropeptide Y, qu'on a vu dans le TD et qui joue un rôle très important dans la prise alimentaire, notamment en stimulant la prise alimentaire. Donc, vous avez ici l'allure, donc ces neurones, la répartition de ces neurones sur toute l'étendue du noyau arqué, avec ici la région de l'éminence médiane. Alors voilà, je voulais vous montrer juste l'emplacement de ces noyaux au niveau du microscope pour vous préparer au prochain TP, car vous aurez le TP numéro 2 sur les techniques d'immunocytochimie et d'hybridation in situ. Donc, il vous donnera davantage de détails concernant l'immunocytochimie et l'intérêt de cette technique dans l'analyse des observations microscopiques. Je vous remercie.